bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, je suis ravi d'être parmi vous ce soir, de ce côté de la table, tel que vient de le dire Stéphane, pour évoquer ce sujet qui m'est assez cher, sur lequel je travaille tous les jours pour l'Académie de Paris. Et aujourd'hui, l'environnement sur lequel j'aimerais un petit peu travailler, c'est l'aspect de la culture par rapport aux Jeux Olympiques et finalement comment cette culture est portée pour le sport, qu'est-ce que ça représente et puis en quoi elle nous fait fonctionner en EPS. Ce qui me semblait important, c'était d'essayer de voir ces trois enjeux. Donc, est-ce que les JOP sont inscrits dans la culture française? Est-ce que, par rapport à l'école, où est-ce qu'on en est? Parce que c'est aussi ça, l'enjeu des Jeux. On parle beaucoup d'héritage, mais finalement, où en sommes-nous? Et où en sommes-nous par rapport aussi peut-être à des éléments de comparaison internationale? Ça peut être intéressant de s'y intéresser. Et puis, au regard de tout cela, quelle transformation on peut envisager pour l'EPS? Alors, les JOP, c'est un enjeu pour faire du sport une culture. Et j'ai choisi ces deux images qui me parlaient un petit peu. Alors, la bataille d'Égypte de Napoléon, la campagne d'Égypte de Napoléon, les pyramides d'Égypte, elles font partie de la culture. Elles ont plusieurs milliers d'années. Et l'art, la peinture, c'est quelque chose pareil qui est ancestral, qui fait la culture en tant que telle, là, artistique. Et puis en face, le haka qui est aussi une forme de culture par rapport à la Nouvelle-Zélande et qui pourtant est assez récente dans le rugby puisque la première fois qu'on a fait un haka sur un terrain de rugby, c'est en 1987. Donc ça a une trentaine d'années, c'est assez récent. Et donc, en fait, la tension que je souhaite mettre en avant, là, c'est finalement que le sport, oui, c'est une culture, on va le voir après, je le crois profondément, mais c'est une culture qui est très récente par rapport à l'histoire de la société et encore plus par rapport à l'histoire de la société française. Et on verra les éléments de comparaison internationale par la suite. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit prendre en compte pour pouvoir le mettre au sein de l'école, qui elle aussi a une histoire beaucoup plus ancienne que celle du sport. Et ça permet finalement de mieux resituer où nous en sommes. Maintenant, il faut revenir un petit peu en arrière. Sommes-nous une nation sportive? Alors si on regarde par rapport à l'échelle de la performance, eh ben oui. Oui, on est une nation sportive. À un moment donné, il faut le dire, il faut l'engager. Depuis 30 ans, sur le tableau des médailles au JO, on est systématiquement dans le top 10. Il y a 206 comités nationaux olympiques. Donc, à un moment, oui, on est une nation sportive par rapport à cela. Je pense qu'il faut l'apprécier. Par rapport à l'organisation des JOP, on a eu une très bonne nouvelle hier, ou pas d'ailleurs, hein, certains ne le verront peut-être pas comme cela. La France se classe deuxième sur l'organisation des JOP. Alors j'ai pris un petit peu d'avance jusqu'à 2034 du coup, puisque on a eu 2030 en France, mais 2034 aussi aux États-Unis. Et donc, il y a une culture par rapport à ça qui est là, qui est présente, un savoir-faire de l'organisation des événements internationaux qui est bien en France, avec une histoire, une culture que l'on a et qui s'exporte aussi à l'international. Donc Paris, j'ai rajouté, Paris est la ville, avec Londres et Los Angeles, qui a accueilli le plus d'éditions. Voilà, c'est factuel. Maintenant, par rapport à l'aspect financier, est-ce qu'on est une nation sportive? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, tout d'un coup. Je suis allé chercher un petit peu les chiffres sur l'INSEE. La dépense publique, donc c'est pas que l'argent de l'État, c'est l'argent des collectivités, c'est l'argent qui peut être mis en avant par différents ministères, pas exclusivement le ministère des Sports, parce qu'on a tendance à dire que le ministère des Sports a un tout petit budget, c'est vrai, hein, c'est moins d'1% de l'État, mais là, sur la dépense publique, on est à environ 13 milliards d'euros. C'est quand même conséquent. Et ça représente les revenus générés par le sport, toute masse confondue, au-delà de l'aspect de l'argent public, génère 2,6 points de PIB. Donc, c'est pas neutre, c'est pas rien. Maintenant, si on le met en tension, cette fois-ci avec la culture. La culture, c'est 19 milliards d'euros
de dépenses publiques. Et l'argent injecté dans la culture, c'est 7,1 points de PIB. Donc, techniquement, à euros d'argent public dépensé, il faut mieux investir dans la culture pour faire du PIB. Bon, ça, après, on aura toujours la critique très facile de dire « mais on ne voit pas les effets sur la santé, c'est très difficile à mesurer » et ça, j'en suis totalement conscient, il y a des limites à cet exercice. En comparatif, et ce n'est pas à mettre en tension avec les 2 dernières informations que je viens de vous donner, la dépense publique pour l'école, c'est 168 milliards d'euros. Voilà, donc ça pèse aussi le balancier par rapport à cet élément. Et je vais encore ajouter une nouvelle variable. Dans les 13 milliards d'euros qu'on dépense pour le sport, selon l'INSEE, il y a 6 milliards qui sont issus du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et ça, globalement, pour ceux qui sont enseignants dans la salle, c'est notamment vos payes. Donc, voilà, il faut aussi l'entendre. Finalement, le ministère qui pèse le plus sur ce qu'on appelle le sport, une définition très large, en fait, c'est plutôt le ministère de l'Éducation nationale. Et pourtant, tout ça met en avant qu'il y a des disparités entre la culture, milieu de la culture, et celui du sport. Il y a très peu de temps, on a eu une réforme qui a fait pousser les gens dans la rue, c'est la réforme des retraites. Il y a un élément qui pour moi est assez sur le 2 poids 2 mesures, c'est la réforme des retraites et les exceptions de l'Opéra de Paris. Sachez qu'un danseur de l'Opéra de Paris, actuellement, il peut repartir avec une retraite à taux plein à 42 ans. Et quand le débat sur la réforme des retraites a été fait, l'argument des danseurs de l'Opéra de Paris était de dire « Attention, ce sont des sportifs de haut niveau, donc il faut prendre en compte leur pénibilité, la difficulté qu'ils ont de se mouvoir à la fin de leur carrière, au bout de 20-25 ans, et donc là, il faut absolument qu'ils puissent avoir un régime spécial. » Et là, quand on regarde le pendant sur les effectifs sportifs de haut niveau, et la question n'est toujours pas tranchée, eh bien là, actuellement, pour les sportifs qui ont été sportifs de haut niveau après 2012, ceux d'avant, on s'en fiche complètement, ceux qui sont après 2012, eh bien, ils ont droit à 16 trimestres de retraite, de compensation par rapport à leur carrière. Donc là, on voit quand même qu'il y a un petit décalage par rapport à ça. Et donc, il y a une constante opposition que je perçois entre finalement ce que l'on recherche. Et le poids de cette culture sportive, au sens très large, elle peut parfois être délicate parce qu'on a tendance à opposer des gros blocs qu'on ne voit pas dans le milieu de la culture, mais qui nous renvoient aussi à notre condition d'enseignant au quotidien. Et là, on tombe parfois, alors je l'ai fait sous une forme un peu humoristique, dans le « tu préfères ». Tu préfères les maisons sport santé, l'aspect santé, l'aspect hygiénique, l'aspect de la motricité ou l'aspect de la recherche du haut niveau, du dépassement de soi, des finances, de l'effort. Et on a tendance à l'opposer, ces 2 éléments. On fait de la motricité, oui, mais on ne peut pas faire de l'effort parce que du coup, il se concentre sur sa motricité. C'est pas vrai. Je pense que c'est un dilemme qu'il ne faut pas engager. Je pense que c'est un dilemme qu'il ne faut pas engager et sur lequel on n'est pas… voilà. Mais on l'entend dans la sphère publique et malheureusement, ça nous porte préjudice, nous, en tant que professionnels. Alors, il y a un cas, et je reviens sur cette tension entre le sport et la culture, c'est le cas de la danse, une fois plus. J'ai cette chance sur Paris de pouvoir porter les 2 dossiers, dossier sport et le dossier danse, mais pourtant, la danse, c'est quand même un sport. Il y a une fédération française de danse, et c'est la seule fédération qui, à la fois, va toucher des émoluments du ministère de la Culture, mais aussi du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et pourtant, à l'école, je rentre progressivement dans l'école, on a des dispositifs qui s'adressent à des jeunes danseurs, qui sont potentiellement identiques, et pourtant, qui sont totalement différents parce que l'histoire culturelle de ce pourquoi on les a créés n'ont pas la même origine. Je prends l'exemple des sections sportives danse et des classes à horaires aménagées danse. Alors il y en a un, c'est un dispositif qui est très profilé EPS, vous les connaissez,
des sections sportives qui sont... on a des sections sportives basket, trad, etc., danse, mais on a des classes à horaires aménagés danse qu'on n'a pas forcément sur le reste du sport. Et là, j'attire votre attention, je ne sais pas si vous le voyez sur la présentation, mais les gamins qui sont profilés sur ces deux dispositifs sont les mêmes. C'est des gamins qui ne s'orientent pas sur le fait de devenir des danseurs de haut niveau. C'est des gosses qui ont une certaine appétence pour la danse, qui ont envie d'en faire davantage et qui ont l'opportunité, dans leur établissement, sans forcément une dérogation de la carte scolaire, qui peuvent pratiquer plus. En termes de quantité d'entraînement, sur une section sportive, le texte nous dit 3 heures minimum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire plus, mais on est vite limité par les éléments de DHG. Sur une classe horaire aménagée, on est entre 5 heures et 7 heures, avec un allègement des autres enseignements qui sont possibles. C'est-à-dire que quand on fait une CHAD, culture, on peut se permettre d'enlever du français, des maths, de l'histoire géo, des langues, alors que sur une section sportive, c'est totalement interdit. Et donc, une fois de plus, on voit à l'intérieur de l'école une forme de 2 poids 2 mesures qui est quand même assez gênant et qui me pose problème par rapport à la position que l'on place, l'activité sportive, l'activité physique, où finalement, d'un côté, c'est des sportifs, il ne faut surtout pas qu'on aménage, par contre là, ils font de la culture, on peut y aller. Et ça, c'est un discours qu'on entend quand même assez régulièrement. Et voilà, c'est un sujet. L'autre élément sur lequel, par rapport à ce tableau, je souhaiterais vous alerter, c'est l'aspect de l'encadrement. Sur une section sportive, le texte dit que techniquement, ça doit être le prof de PS qui doit encadrer. Il peut se faire aider par des animateurs, par des professeurs de danse, pas de problème. Mais techniquement, le responsable, c'est le professeur de PS. Sur une CHAD, l'encadrement, il est partagé. Il est partagé avec un conservatoire. Et pour ce type de dispositif, je n'ai jamais entendu le « oh là là, ils vont nous prendre notre boulot ». Alors que finalement, c'est quelque chose, c'est une thématique quand même assez récurrente, d'entendre dire que potentiellement les éducateurs sportifs peuvent un jour remplacer les enseignants de PS. Alors, maintenant parlons-en des enseignants de PS. Par rapport à la culture olympique, les enseignants de PS, je pense qu'on peut le dire, ils sont très mal formés à cette culture olympique et paralympique. Il n'y a pas de formation. C'est généralement abordé un petit peu en licence, et je pense que Pascal ou Maxime en parleront bien mieux que moi. Rapidement, peut-être pas du tout. Ce n'est pas une thématique en lien avec les concours et c'est une thématique qui n'est pas ou peu développée en formation initiale ou continue. Donc, la sphère de l'olympisme et du paralympisme n'est pas connue des enseignants. Je vais un peu plus loin, ou mal connue, en tout cas dans le cadre de leur formation. Je vais un peu plus loin. Et là, c'est une question d'actualité. Il y a des enquêtes de la DEP qui sont sorties cette année, qui disent que 5% des enseignants actuellement ont une activité salariée dans un club sportif. 5%. C'est pas beaucoup. Okay. Et dans le même temps, il y a une étude de l'INJEP qui nous dit qu'il y a de moins en moins d'enseignants qui sont bénévoles dans les clubs sportifs. Et là, on voit une tendance d'évolution, et là je le vois à travers moi, mes visites dans les établissements, des enseignants qui ont de moins en moins de porosité à cette culture sportive. Donc la culture des enseignants s'éloigne petit à petit du fonctionnement de la vie associative. Et ça, c'est assez dramatique, et on y reviendra après, notamment par rapport au sport scolaire. Et donc, quand cette culture s'éloigne, on peut se poser la question, quelle est la place du sport à l'école? Et c'est la question que tout le monde se pose et c'est aussi l'objet de ce bistrot. Donc, question et une stat très simple, voilà, qui veut porter et encadrer actuellement une section sportive? Sur l'Académie de Paris, il y a 15 jours, on a fait la commission des sections sportives, donc on retrouve un certain nombre de candidatures pour ouvrir une section sportive, 4 candidatures d'établissement, 4. 3 qui sont portées par des chefs d'établissement, une qui est portée par un prof de PS. Sincèrement, ça m'inquiète. Voilà. Donc là, à ce moment-là, cette culture-là, on voit qu'elle s'étiole petit à petit. En tout cas, c'est une tendance. C'est pas palpable, j'ai pas d'éléments concrets, sinon celui que je viens de vous citer, mais à un moment donné, il faut se poser cette question-là. Et du coup, ça interroge les perspectives de collaboration entre le milieu fédéral et l'école, à travers les différents dispositifs qui sont menés, mais à travers, finalement, la formation et la culture qu'ont les enseignants et l'image qu'ils ont par rapport au sport et sa place potentielle dans l'école. Et tout ça, ça engage justement l'héritage des jeux, parce que finalement, c'est peut-être ce levier
qui est intéressant. Alors on est à la croisée des chemins, on est entre Tokyo et Los Angeles, et c'est intéressant de voir un petit peu où nous en sommes par rapport à cela. On a des problématiques communes. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des délégations tokyoïtes. J'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, de pouvoir aller à la rencontre du comité d'organisation de Los Angeles. Et en fait, on a tous un problème, et c'est un véritable problème, c'est le sport pour tous. On sait tous faire du sport de haut niveau, il n'y a pas de problème. Les Américains, ils sont super forts par rapport à ça. Et les Japonais, ils sont très très forts. Et nous, on est plutôt pas mauvais. Je l'ai montré tout à l'heure dans le tableau des médailles. Mais le sport pour tous, c'est un défi collectif. Les Japonais, ils sont partis sur l'aspect effectivement très culturel. La base, ça a été de donner une sorte de petit manuel aux gamins et de leur dire, voilà, le sport, c'est ça. Alors on était dans un contexte un petit peu particulier, hein, c'était un petit peu difficile de pratiquer, si vous vous souvenez, entre 2020 et 2021. Ça peut envisager la réponse. Pour Los Angeles, actuellement, et là je vous le dis, je pense sincèrement que par rapport à nous, en 2019, on revient 4 ans en arrière par rapport à l'avancée du comité d'organisation des Jeux, c'est comme si nous, on était en 2019 pour eux, actuellement en 2023 pour 2028, c'est 5 ans d'écart. Et sincèrement, on est plutôt pas mal. Là, actuellement, le projet des Américains, voilà, clair, c'est de faire courir un marathon aux gamins. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas vraiment si ça va être gratuit ou payant. Donc, ça pose question. En 2019, on n'était pas sur ces sujets-là, hein. On était beaucoup plus avancé. Le label Génération 2024 était déjà là, il y avait des actions qui commençaient à se mener. C'était un petit peu une coquille vide, il faut bien le reconnaître, mais les choses se structuraient petit à petit. Et il y a un autre enjeu, c'est l'effet de durabilité. On l'a vu pour Londres, il y a eu un effet licence après les JO de Londres, puis au bout de 2 ans, pouf, on est revenu au même niveau. Ça, c'est un problème que tous les organisateurs des Jeux, les pays organisateurs des Jeux, engagent. Et puis le dernier problème, et là, je le dis, voilà, faut pas se leurrer, c'est qu'à un moment donné, le comité d'organisation des Jeux, là je parle de Paris 2024 en tant que tel, mais c'est valable pour tous les autres, à un moment, ils sont dépassés, et c'est vraiment le cas actuellement, ils sont dépassés par les effets de livrables. L'objectif d'un comité d'organisation des Jeux, c'est pas l'héritage. L'héritage, c'est pour faire de la com. À un moment, il faut être lucide par rapport à ça. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas une association philanthropique, c'est un événement majeur organisé, c'est l'événement sportif qui rapporte le plus d'argent au monde. La problématique de l'héritage, elle est importante avant les Jeux, après les Jeux. Paris 2024, ça met sur la clé sous la porte, bonjour, au revoir. Et les effets de livrables font que là, on est dans une temporalité qui commence où on se sépare petit à petit. Et c'est normal. Donc l'héritage, si on veut vraiment l'avoir, ben, c'est à nous de le construire. Dans les écoles, effectivement, mais aussi dans les associations sportives. Et ça, enfin voilà, faut vraiment en avoir conscience. C'est un levier, certes, mais si on ne prend pas le train il va partir sans nous. Alors, l'atout du système français, et là je le dis par rapport à ce que j'ai pu voir sur les 2 autres organisateurs, c'est la capacité à s'appuyer sur l'existant. On vante souvent le système américain en disant oh là, les Américains quand même, culture sportive. Je vous renvoie à ma petite pyramide tout à l'heure. L'histoire des États-Unis, c'est 200 ans. Le sport, c'est arrivé il y a à peu près 130 ans. Bon, bah, les effets sur l'activité de la culture sportive sur un pays comme les États-Unis, il est forcément différent que celui de la France. La France a une histoire qui est un petit peu plus importante en termes de temporalité. Et c'est valable aussi pour l'école. Les politiques publiques qui sont menées actuellement, bien qu'elles soient parfois dénoncées, elles sont nombreuses, elles ont ce mérite de prôner le sport pour tous. Et ça, c'est positif. Et il faut aller dans ce sens-là. On ne pourra pas toutes les investir et vous ne pourrez pas tous individuellement tout investir les politiques publiques. Par contre, elles ont le mérite de pouvoir tenter de prôner le sport pour tous à différentes temporalités. Et il y a un élément qui est unique au monde, en tout cas selon moi, j'ai peut-être d'autres pays, je ne les connais pas tous, c'est le sport scolaire. Le sport scolaire en France, il a cette valeur de s'adresser à tous et d'être peu coûteux pour l'usager. Alors, je vous renvoie une fois de plus aux Japonais ou aux Américains. Le prix d'une licence aux États-Unis, c'est $300 par mois. $300 par mois pour pouvoir faire du sport dans un club. Donc, il faut arrêter de se leurrer sur le fait que l'Amérique, c'est merveilleux. Voilà. Il y a des effets qui sont conditionnés par les catégories socio-professionnelles qui ne vont pas permettre à certains de pratiquer. Le sport scolaire en France permet
de pratiquer pour tous. Et c'est le seul pays, à ma connaissance, qui permet de déléguer pour les enseignants du second degré 3 heures de leur temps de service au profit d'associations sportives. C'est le seul. Donc ça, c'est une richesse sur laquelle on doit s'appuyer. C'est indispensable. Et c'est un terrain, on n'a pas attendu les Jeux pour ça, qui a fait ses preuves. Alors, l'héritage des Jeux, ouais, je l'ai dit, hein, il y a pléthore de dispositifs. Les 30 APQ, le label, une école, un club, pas eu le temps d'avoir un logo pour lui. Le passeport, le coupon Génération 2024, les 2 heures de sport, ma classe au jeu, il y en a partout. Même à mon niveau, en tant que référent, parfois je m'y perds. Donc oui, il y a pléthore de dispositifs et on a essayé d'envoyer voilà, des dispositifs sans que forcément ils se soient saisis. Et ça, c'est dommage. Et c'est ce qui a été reproché très rapidement pour le label Génération 2024, c'est le fait que ça puisse être une coquille vide. Et à un moment donné, il a fallu l'agréger, ce label. Alors, je fais un tout petit focus par rapport à ça. Ce n'est pas un axe du programme, ce label. Ça ne fait pas partie des programmes de PS que de s'investir dans les Jeux Olympiques. Voilà. Ce n'est pas une commande ferme du ministère. On peut s'engager, mais on n'est pas obligé d'y aller. Un établissement qui me dit, moi, ça ne m'intéresse pas, ok, pas de problème, on passe à un autre. Et il y en aura d'autres. L'idée, c'est de les engager dans une dynamique. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose. C'est une proposition qui est volontaire. Et elle s'inscrit dans tout ce qu'on relève de l'éducation A. Et là, je vais faire une petite parenthèse, c'est que je pense sincèrement que l'école, on lui demande de plus en plus de choses, beaucoup d'éducation A, là on l'a vu il n'y a pas longtemps sur le harcèlement scolaire par exemple, sur l'éducation à la sexualité, l'éducation au développement durable, l'éducation A. Et finalement, quand on fait ça, on est moins sur le cœur du métier. Et vous, en tant que professeur de PS, c'est vraiment être capable de mettre les choses en acte. Il n'empêche que c'est l'opportunité aussi de s'intéresser à différentes thématiques qui peuvent être transversales et qui nous intéressent, nous, d'un point de vue social. L'impact sur le sport et les femmes, c'est quand même la première Olympiade qui sera paritaire, les discriminations dans le sport, l'inclusion, c'est la première fois qu'on a une seule et unique équipe de France, il n'y a pas une équipe de France paralympique et une équipe de France olympique, la pratique responsable et éco-responsable du sport, etc., etc. Mais vous, en tant qu'enseignant de PS, et ça j'y crois fermement, alors oui, on peut parler, on peut faire des ateliers, on peut aller voir des partenaires, on peut faire plein de choses, mais tout ça, ce changement de regard, il se fera parce que vous, dans vos cours de PS notamment, dans le cadre de l'association sportive, les choses se feront en actes. C'est parce qu'effectivement, on pourra valoriser les filles, on pourra mettre en avant que voilà, la discrimination n'est pas tolérable sur le terrain, que les choses vont changer. Il y a tous ces ateliers, tous ces partenaires, ok, pas de problème. Mais vous, cette responsabilité, elle est sur le terrain. Alors, je l'ai dit, il y a pléthore de dispositifs, il y a un volontarisme de l'État. Et ce que je regrette parmi tout ça, et là on le voit beaucoup, c'est le manque de formation des enseignants. Voilà, je ne peux que le regretter. Même en étant qu'inspecteur, on essaie, on met en avant les choses, mais là, on a un sujet qui est indispensable sur l'aspect de la santé, le fait de pouvoir faire vivre des choses aux jeunes. Et il y a quand même un enjeu de santé publique, hein, qu'on le veuille ou non. Mais la formation des enseignants, là, elle est en retrait, quoi. Faut dire ce qui est. Mais c'est valable aussi pour la formation des éducateurs sportifs. Hein, on dit, nous, on est dans notre petite bulle à dire, ah là là, les enseignants sont mal formés, c'est dur. Oui, d'accord, ok. Mais les éducateurs sportifs, c'est aussi le cas. Et puis, il y a cette difficulté aussi, je pense à mes collègues chefs d'établissement, à qui on demande énormément de choses actuellement, mais qui les faire piocher dans l'administratif ne leur permet pas aussi de relever la tête et d'avoir une vision systémique. Et ça, on est en manque par rapport à ça. Et là, il y a un petit sujet. Alors, du coup, il y a quand même des éléments positifs. Hein. J'ai dépeint des choses un peu négatives. Il y a des éléments positifs. Et là, je le dis et je veux rendre hommage aussi, je profite de cette petite tribune. Grâce aux Jeux, les Jeux ont été un prétexte pour mieux travailler ensemble. Alors, c'est les Jeux, ça aurait pu être, à un moment donné, il y a eu le temps de la COP26, il y a eu, voilà, mais c'est une opportunité pour mieux travailler ensemble. Et moi,
là je le dis voilà, dans le cadre de mes fonctions, je suis extrêmement satisfait de ce que l'on peut faire actuellement avec la ville de Paris, avec les collectivités territoriales, pour pouvoir faire avancer le sujet. Parce que ça permet de créer des liens, de créer des process, de faire une culture commune qui va permettre, je l'espère, d'aller un petit peu plus loin. On n'embarquera pas tous les établissements dans l'aventure, mais en tout cas, il y en a certains qui vont pouvoir utiliser ce levier-là pour pouvoir justement engager des dynamiques. Et ça, c'est des éléments positifs. Un petit focus par rapport à un élément qui me tient très à cœur, c'est la scolarisation des sportifs. Pas les sportifs de haut niveau, on parle tout le temps de la scolarisation des sportifs de haut niveau. Moi, je crois à la scolarisation des sportifs. Tout à l'heure, je vous ai fait le comparatif entre les sections sportives et les CHAD. Eh bien, alors voilà, à Paris, tout le monde n'est pas d'accord, hein, mais on a nos classes à réaménager pour sportifs d'excellence. J'y crois profondément. Si un jour, on a l'opportunité de proposer à tous les gamins qui ont un projet sportif, d'avoir des horaires aménagés comme les petits danseurs, comme les petits musiciens, comme les petits théâtreux, on va pouvoir sans doute impacter la culture de l'école et finalement faire rentrer cette culture sportive dans l'école. Donc c'est une opportunité de rééquilibrer les possibles, c'est une opportunité aussi de faciliter les relations entre les clubs, l'école et la famille. Alors, tout ça, est-ce que c'est possible et notamment en EPS. Est-ce qu'on peut concevoir plaisir, parce que l'objectif, c'est un objectif à long terme, performance et professionnalisme. Alors, oui, on peut, mais il faut qu'on soit capable d'élever ce niveau, gérer les émotions des gamins, gérer les émotions des enseignants aussi, gérer vos émotions, avoir un haut niveau de maîtrise des APSA, être ambitieux, hein, des objectifs dans des contenus ambitieux pour des élèves exigeants, voilà, et arrêter une forme de course contre le sensationnalisme. Ça engage des réflexions. Est-ce qu'il faut envisager, et ça c'est les questions qui sont sur le tapis en ce moment, est-ce qu'il faut envisager des tests sportifs d'entrée en 6e? Est-ce qu'il faut différencier des programmes en fonction des cursus sportifs des élèves? Parce que du coup, effectivement, ça questionne aussi sur la manière dont on enseigne l'activité physique, l'EPS aux élèves. Est-ce que pour des élèves sportifs, on doit enseigner l'EPS de la même manière? Quand on est des enseignants qui sont en classe horaire aménagée de musique, les profs d'éducation musicale n'enseignent pas l'éducation musicale de la même manière pour les CHAM. Ben là, peut-être qu'il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'il faut des classes de niveau sportif? Notre ministre nous parle de classes de niveau. Voilà. Et puis, quelle place pour le corps dans la pratique et les programmes de PS? Alors, en conclusion, je pense que l'EPS, ces dernières années, s'est effacé au profit de nombreux dispositifs. Dans le premier, dans le second degré. Et il faut retrouver cette place-là. Parce qu'il y avait encore un article il n'y a pas longtemps ce matin dans le Café Péda qui disait la même chose. Oui, effectivement, on parle de dispositifs sportifs, on ne parle plus de PS. Et à un moment, oui, le recrutement des profs de PS a évolué. Et ils sont moins sur l'aspect sportif en tant que tel. Mais si j'ai un message à vous transmettre, c'est de stopper ce syndrome de l'imposteur. Ça fait des années et des années que le PS cherche sa place, on n'arrête pas d'en parler. On se dit oui, mais là, on n'est pas le même objet d'enseignement, il ne faut pas différencier. D'accord, vous êtes des professionnels du bien-être. Vous êtes capables, vous êtes les seuls à être capables de faire éprouver votre corps, le corps des gamins en acte. C'est exceptionnel. Il faut être, voilà, vous n'êtes pas des imposteurs à l'école, vous n'êtes pas des imposteurs en club, vous avez tous votre place dans les deux endroits et on est les seuls, une fois de plus, et c'est ce qui fait la différence, on est capable d'agir sur différentes temporalités, de la maternelle à l'université. Voilà, merci.